C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a eu un long week-end, mais un long week-end qui n'était pas tout calme. J'espère que de votre côté, vous allez bien. Et avant de vous dire qu'est-ce qu'on a sur l'émission, j'aimerais encore une fois vous rappeler que vous êtes invités à répondre au sondage annuel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et ce sondage-là est mis pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent et qui nous préoccupent. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de visiter le www.monassemblée.ca et de pouvoir répondre au sondage. Là, ça va vous prendre quelque chose comme une vingtaine de minutes et vous serez peut-être les heureux gagnants des cartes cadeaux qui sont offertes par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler avec un nouvel auteur, M. Richard Roy, qui va nous parler de son nouvel ouvrage, Les Petits Souliers. On va parler aussi de deux événements, deux activités du côté du Centre national des arts. Et tout de suite, pour commencer, on a avec nous notre ami José Brittany-Mallet du Musée des beaux-arts du Canada. Et José, aujourd'hui, on vient parler de l'exposition General Idea. Tu nous as parlé de ça il y a un mois, je pense, mais pas beaucoup. C'est qui ce groupe-là? Oui. Bonjour Claude Andrea. Oui, merci beaucoup. On est très, très heureux de cette exposition qui s'ouvre dans un peu plus d'une semaine, donc le vendredi 3 juin prochain, et qui est l'exposition la plus complète jamais produite sur ce groupe, un trio qui a été fondé en 1969 à Toronto et composé de A.A. Bronson, Felix Parts et Horizontal. Donc, évidemment, ce sont des pseudonymes, mais trois artistes qui se voyaient comme un groupe rock, beaucoup plus comme un groupe rock que comme un collectif d'artistes. Et puis, ils étaient d'avis que trois têtes valent mieux qu'une. Donc, de ce trio qui a été actif de 1969 à 1994, a survécu A.A. Bronson, qui est le seul membre encore vivant. Les deux autres, malheureusement, sont décédés tous les deux en 1994, des suites de maladies liées au sida. Donc, l'exposition qui est organisée par le Musée des beaux-arts du Canada, en collaboration étroite avec A.A. Bronson, présente vraiment un survol de leur carrière de 25 ans. Et puis, donc, on va y retrouver plus de 200 œuvres du très petit, par exemple, des petites étiquettes, jusqu'aux plus grandes œuvres de grandes installations d'envergure qui occupent une salle complète. Alors, on va y retrouver des installations, des publications, des vidéos, des dessins, des peintures, des sculptures. Et donc, c'est vraiment une exposition très riche, une rétrospective. Et puis, à travers leurs œuvres, General Idea a vraiment repoussé les limites de l'art d'après-guerre. Et puis, ils ont vraiment proposé de nouvelles façons de réinventer, de changer notre monde à travers l'art. Et puis, ils sont connus pour leur position anticonformiste, leur engagement aussi dans le mouvement punk, la théorie queer, et puis le militantisme contre le sida. C'est beaucoup d'informations en même temps, là, mais je pense qu'on va continuer après la pause parce qu'il nous reste quelques minutes avant notre première pause. Et moi, ma question, c'était de savoir, c'est quoi que vous appelez au Musée des Beaux-Arts une exposition complète? Parce que tu as dit que ça sera vraiment complet. Oui, en fait, c'est parce que c'est une rétrospective. Donc, tous les 25 années, l'exposition couvre les 25 années de production artistique de General Idea. Et ça n'a jamais été fait auparavant. C'est la toute première fois qu'un musée produit une exposition aussi complète
sur l'œuvre de General Idea. Il va nous rester quelque chose comme 45 secondes. Est-ce que tu peux nous donner le temps que vous avez pris pour préparer une exposition pareille avec plus de 200 œuvres exposées? Oui, c'est une exposition qui a nécessité 4 ans de travail et elle est organisée par le conservateur associé de l'art canadien Adam Welsh qui a travaillé étroitement avec l'artiste A.A. Bronson. Donc, c'est le fruit de vraiment plusieurs années de travail et on est très, très heureux de la présenter. C'est vraiment un honneur pour le musée de présenter le travail exceptionnel, visionnaire, audacieux de ce trio d'artistes qui est General Idea. Je te garde avec moi, José, et puis on va prendre une pause. On se reparle juste après. Et pour les gens qui nous regardent en ce moment, www.beauxarts.ca, c'est le site web du Musée des Beaux-Arts du Canada. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodia. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Afin d'éclairer votre choix en cette période électorale, TV Rogers a invité pour vous les candidats de la circonscription d'Orléans afin d'entendre leur programme électoral. La campagne locale, candidat d'Orléans, ce soir 18h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la grosse exposition qui entoure la vie du groupe artistique General Idea, présenté au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et pour nous en parler, toujours avec moi, José Brittany-Mallet. José, tu as dit quelque chose avant la pause que j'ai trouvé intéressant et que je trouve vrai parce que je suis allée voir sur le site web du Musée des Beaux-Arts. Ce groupe-là, ils avaient une audace sans pareil pour leur époque. Oui, ils étaient, en fait, ils ont beaucoup exploité l'humour, la parodie, mais ils avaient vraiment une posture, ils ont adopté une posture critique sur la culture de consommation, les inégalités sociales, en examinant les médias de masse, l'économie de l'art, puis l'identité queer, puis la crise du sida. Donc, ils ont vraiment emprunté aussi beaucoup des éléments de la culture visuelle aux médias de masse et à la publicité dans leur production, puis la consommation, puis les images, la diffusion d'images de la culture. Un de leurs projets les plus retentissants qui est présenté dans l'exposition, c'est Images Virus. Donc, en 1986, General Idea est encore à Toronto, puis ils connaissent beaucoup de succès en Europe, mais ils décident d'aller s'installer à New York parce que ils pensent que ça va être plus facile de rester en contact avec le réseau international de l'art à ce moment-là. Mais au même moment, à New York, la communauté queer est secouée par une grande crise en raison de l'épidémie du sida qui dévaste la ville. Donc, General Idea, évidemment, sont extrêmement troublés par la situation. Donc, ils produisent une première peinture en 1987 qui s'approprie le célèbre logo Love
de l'artiste pop Robert Indiana, qui avait produit cette œuvre en 1964. Donc, il substitue aux 4 lettres du mot celle du sigle AIDS, qui veut dire sida en anglais. Et puis, ils vont créer donc une peinture, un tableau qui va être présenté dans une galerie. Et c'est ce qui va en fait avoir... ça va générer énormément de visibilité, puis avoir une grande portée quand ce tableau-là va être décliné en affiches, en panneaux publicitaires et puis même en animation sur des écrans. Alors, l'image, à ce moment-là, se propage dans l'espace public comme un virus, d'où le titre projet Image Virus. Et d'ailleurs, présentement, les gens qui vont au musée sur la plaza à l'extérieur vont voir la sculpture AIDS et sur laquelle des gens ont inscrit des messages, ont graffité des messages aussi d'espoir pour la communauté queer et pour les personnes atteintes du VIH, SIDA. Alors voilà pour l'histoire de Image Virus qui va être présentée dans le cadre de cette exposition rétrospective. Ce que j'aime aussi avec le travail de ce groupe artistique, là, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à leur art, comme je vais dire, au dessin et puis à toutes les affaires qu'ils touchaient. C'est le fait qu'ils touchent aussi aux médias. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'à notre ère, là, je me dis, on est tout le temps en train d'utiliser ça. On est des consommateurs des médias sociaux et tout ça. Et donc, peut-être, on pourrait même s'inspirer d'eux pour ceux qui iront voir l'expo. En fait, je suis heureuse de te l'entendre dire parce qu'effectivement, ils ont été des précurseurs des médias sociaux, ils ont été précurseurs de la diffusion d'images sur les réseaux sociaux. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui se sont inspirés et qui s'inspirent du travail de General Idea. Parce que c'est vraiment eux qui ont inventé ça. C'est à travers leur art et l'exploitation des médias de masse, de la télévision. Alors, c'est tout à fait, c'est très d'actualité aussi les thèmes qu'ils abordent et puis les préoccupations à travers leur art, parce qu'il faut toujours se souvenir que ce sont d'abord et avant tout des artistes, mais ils abordent des sujets de société qui sont encore extrêmement d'actualité. Oui, je suis très d'accord avec toi. Alors, cette exposition-là, elle va ouvrir le 3 juin. Elle s'étend jusqu'à quelle période? Donc, elle va être à l'affiche jusqu'au 20 novembre prochain. Et d'ailleurs, je veux en profiter pour inviter les gens à assister à l'ouverture le 2 juin. Donc, le jeudi prochain, le 2 juin, dans une semaine, à 17h, dans le grand hall Banque Scotia du musée. Tout le monde est invité à venir entendre le commissaire de l'exposition qui va parler un peu de l'exposition, la directrice générale également. Donc, c'est à partir de 17h dans le grand hall Banque Scotia du musée. Alors, l'exposition en elle-même, elle se trouve dans quelle salle du musée des Beaux-Arts? Elle est présentée dans nos salles d'exposition spéciales. Donc, l'entrée est juste sur le Grand Hall Banque Scotia. Donc, on peut y accéder à partir de là. On peut se procurer déjà les billets à partir en ligne à beauxarts.ca. Et puis, on peut aussi en acheter sur place, évidemment, au comptoir de la billetterie. Mais on encourage beaucoup les gens à se procurer à l'avance leurs billets à beauxarts.ca. Merci beaucoup, Josée. Dernière question pour toi. Tu l'as dit, le jeudi, ça sera l'ouverture officielle de l'exposition. Mais je sais qu'il y a une activité le 4 juin. Oui, alors le 4 juin de 10h à 16h30, samedi, c'est une journée de présentation par des chercheurs canadiens et internationaux sur l'œuvre de General Idea. C'est gratuit. Alors, on peut se présenter en personne à l'auditorium du musée. Donc, on suit le principe premier arrivé, premier servi. Mais on peut également regarder les présentations du confort de chez soi, puisque c'est également présenté sur Zoom. Et on peut déjà s'y inscrire à partir de notre site web à beauxarts.ca, à la page General Idea. Vous allez voir, il y a une fenêtre là, sur laquelle on clique
pour s'inscrire gratuitement sur la présentation Zoom. C'est en anglais, mais il va y avoir de l'interprétation simultanée en français. Et puis, c'est vraiment, tous les détails se trouvent sur le site, mais c'est vraiment une belle occasion d'en apprendre davantage sur General Idea, leur pratique artistique et puis leur posture aussi par rapport à la société de consommation et tout ça. Merci beaucoup, Josée. Je te souhaite une bonne semaine et puis on se reparle. Merci à toi, puis oui, à très bientôt. À très bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à cette exposition-là, General Idea, vous êtes invités à visiter le www.beauxarts.ca. L'ouverture officielle se fera le 2 juin, donc pratiquement dans une semaine. Et vous êtes invités aussi au colloque qui sera organisé avec des chercheurs canadiens et internationaux. Je pense que c'est gratuit. Premier arrivé, premier servi. Plus d'informations, encore une fois, au www.beauxarts.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du Big Bang, qui est une activité du CNA. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur les activités entourant le festival Big Bang présenté au Centre national des arts. Et avec moi, Annie Cuillard, qui est productrice associée de ce festival-là. On aimerait ça, Annie, rappeler aux gens, c'est quoi ce gros festival qui va faire bouger dans le week-end de juillet, un week-end de juillet, 2-3 juillet, la région de la capitale nationale? Oui, bonjour. Le festival Big Bang, c'est un festival exclusivement pour les enfants. Alors, tout le CNA est transformé pour que les enfants puissent l'envahir et s'amuser. On a eu une édition en 2019 et en 2020. Et puis, bon, pandémie oblige, on a eu des éditions virtuelles en 2020, juste avant la pandémie, justement. Pandémie oblige, on a eu une édition juste avant la pandémie. Et puis ensuite, en 21, ça a été virtuel uniquement. Et puis ensuite, maintenant, cette année, on reprend en personne, mais les 2 et 3 juillet. Et j'aime beaucoup le thème. On a dit que la programmation, ça sera en chair et en son. Quand j'ai vu ça, j'étais crampée. C'est un festival de son et de musique pour les jeunes. Donc, pour toutes les langues, il n'y a pas vraiment juste de français ou d'anglais. Quand il y a un spectacle qui peut être soit en français ou en anglais, il y a toujours, on a une version en anglais ou en français, ou bien il y a très peu de langues.
C'est vraiment amusant pour toute la famille, finalement, même si c'est destiné aux enfants. Il y a des spectacles payants, seulement 3, puis ensuite, il y a à peu près 6 à 10 activités, installations interactives pour les enfants, évidemment, et toute leur famille, mais qui sont gratuites. Alors, il y a moyen de s'occuper toute la journée ou une partie de la journée. S'il fait beau, s'il fait moins beau, on peut venir au CNA se rafraîchir à l'air climatisé ou bien donc se couvrir de la pluie puis faire une activité en famille. Alors, le 2 et le 3 juillet, je suppose que les activités seront différentes parce que c'est 2 journées... Ils sont pas mal semblables les 2 journées parce que je me dis que les gens vont pas venir, pas je me dis, mais on se dit que les gens vont pas venir les 2 journées, mais il y a des petites différences entre les 2 journées. Par exemple, les loges musicales, ce sont des musiciens de l'orchestre du Centre national des arts qui vont faire des micro-concerts dans des drôles d'endroits au CNA, pas dans des salles de spectacle. Et puis, quand on va les voir, eh bien, ce sera des musiciens différents d'une fois à l'autre. Alors ça, c'est pour ça qu'on appelle ça artistes surprise sur le site web parce que pour le moment, on dévoile pas trop nos secrets, mais ce sont des musiciens de l'orchestre. Mais nous, on est quand même choyés parce que j'ai vu sur le site web que la grosse programmation sera officielle et disponible sur le site web à partir de la fin mai. Donc, je sais je peux pas trop te tirer les verres du nez, mais je vais m'essayer. Je sais qu'il y a une... Non, la programmation est dévoilée aujourd'hui. Elle est dévoilée aujourd'hui? Aujourd'hui? On est comme le 5 mai, le 24, c'est aujourd'hui. OK, le 24 mai. Parfait, alors. Donc, c'est bon, je peux te tirer les verres du nez. La salle, tu sais, il y a une salle, là, je sais que les enfants l'aimaient beaucoup. J'en ai parlé une fois avec ta collègue, où est-ce qu'ils peuvent jouer et puis ça fait du son. Je ne sais pas si c'est un tapis, mais ça fait du son dans toute la salle. Est-ce que ça revient cette année? C'est-à-dire que c'est pas la même chose parce que c'est des activités différentes à chaque année, à chaque édition. On a des activités différentes, mais c'est toujours des trucs interactifs qui font du son, qui font de la musique et les enfants peuvent interagir. Par exemple, l'installation qui s'appelle Solarium, c'est comme une genre de grande serre remplie de plantes. Puis là, les enfants, en touchant les plantes, ça fait des sons et ils créent un peu leur propre musique en touchant les plantes. Alors, c'est un exemple, par exemple, de nos activités interactives pour les enfants. Il y a aussi des spectacles en bonne et due forme. Il y a un spectacle rock qui s'appelle Le Potager ou The Greenhouse en anglais parce qu'on l'a dans les 2 versions, où c'est vraiment... encore là, ça s'appelle Le Potager. L'idée quand même on a une thématique de plantes cette année. C'est l'année du jardin cette année-là, donc on est d'accord avec ce que vous faites. Ça tombe bien parce que d'habitude, on est en février, puis cette année, on est au mois de juillet. Donc, c'est le hasard de la vie qui a fait que ça a tout concordé. Mais, et donc là, c'est comme littéralement un concert rock pour les enfants, pour les tout petits même, à partir de 2 ans. Et puis, on a Sarah Tower, qui est une artiste, drummer, batteuse extraordinaire canadienne, qui habite maintenant à Los Angeles tellement elle est extraordinaire et qui sera des nôtres. Et puis, elle joue du drum là, comme de toutes les sortes. Elle est absolument incroyable. Allez voir notre vidéo sur le site web, vous allez voir, c'est comme époustouflant. Donc, on va faire ça avec elle aussi le samedi seulement. Et puis, on a les loges musicales, comme je disais, donc des micro-concerts dans des endroits inusités du CNA. Puis sinon, on a toutes sortes d'installations, dont une qui s'appelle le piano public, où il y a un artiste au piano qui improvise au piano, puis des danseurs qui dansent. Alors là, les enfants regardent, peuvent, s'ils veulent, danser sur place eux aussi. Sinon, il y a toutes sortes d'activités de bricolage, des tatouages de l'étoile du Big Bang qu'on peut mettre sur la joue ou ailleurs. Faire la couronne aussi. La couronne qu'ils peuvent fabriquer. Donc, on a du bricolage, du coloriage, des activités un peu plus tranquilles, un coin de lecture même quand on a besoin de se reposer, parce que toutes les autres activités sont assez actives. Il y a autre chose aussi que j'aimerais demander. Là, je sais que les jeunes aimaient beaucoup ça, être des ambassadeurs du festival. Est-ce qu'on en a cette année? Oui, on a encore des ambassadeurs. Ça ne serait pas un Big Bang sans les ambassadeurs. Alors, ce sont des jeunes entre 10 et 13 ans qui sont littéralement les ambassadeurs qui souvent vont faire des entrevues comme celle d'aujourd'hui et qui vont faire des entrevues avec les artistes. Nous, après ça, on concocte une genre de vidéo à la fin du festival qu'on met en ligne pour... on leur enseigne, on leur apprend comment faire des entrevues. Puis ils sont là, souvent, c'est eux qui vont
annoncer les spectacles au début du spectacle. Donc, souvent, il y a une annonce. Ben là, nous, c'est les ambassadeurs qui font ça pour nous. Alors, puisqu'on on invite les parents à passer la journée carrément même au CNA, soit le samedi, soit le dimanche, ou même les 2 journées, qu'est-ce qu'un parent devrait... C'est ça. Qu'est-ce qu'un parent devrait apporter pour passer la journée là-bas? Un lunch, un lunch et de l'eau pour les enfants, mais sinon, il y a besoin de rien. Nous, on est là et il y a toujours aussi de quoi grignoter sur place via le Café Équateur qu'il y a au CNA, puis les services de traiteur du CNA. On a toujours des comptoirs, mais sinon, des sandwichs puis de l'eau. Des sandwichs et puis de l'eau, et puis quelques petites collations, là. Voilà, exactement. Mais sinon, nous, on s'occupe du reste. Parfait. Autre chose, Anne, j'aimerais ça que tu nous dises, en fait, qu'est-ce que vous voulez que les jeunes retiennent au sorti de ce festival, surtout pour les ambassadeurs? Essentiellement, nous, on ne cherche pas à faire la leçon à qui que ce soit aux enfants. On cherche à ce que les enfants découvrent les arts, découvrent la musique, le son et tout ce qui peut venir avec, tout ce que ça peut ouvrir comme porte pour eux. Alors, ce qu'on veut qu'ils retiennent, c'est que le CNA, c'est un endroit pour eux. C'est un endroit où, à l'année longue, il y a des spectacles, il y a des choses pour les enfants, mais que pendant le Big Bang, c'est exclusivement pour eux. On leur dit pas chut, 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 chut. C'est à eux. Ils peuvent jouer, crier, rire et puis s'amuser dans tout le CNA. Est-ce que les billets sont déjà disponibles sur le site web? Oui, ils sont déjà disponibles sur le site web à compter d'aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Anne, et je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, surtout pour les parents, vous êtes invités à prendre les billets du festival Big Bang dès maintenant au www.cna-nac.ca. On reste toujours avec une autre représentante du CNA, mais cette fois-ci, on va parler du théâtre autochtone. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens maintenant avec Mme Laurie Marchand, qui est la directrice administrative du théâtre autochtone du CNA, qui nous fait le plaisir de nous parler ce matin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du côté du théâtre autochtone. Et la première question que j'ai envie de vous poser, on va faire un peu d'histoire si ça vous convient, c'est de savoir pourquoi on appelle, je vais dire, la partie de l'Amérique du Nord l'île de la Tortue. Oh, mon Dieu. C'est un nom qui se trouve dans une diverses histoires orales autochtones qui raconte des histoires d'une tortue qui tient le monde sur son dos. Wow. Oui. C'est ça.
C'est ça, parce que je pense qu'on a une chroniqueuse des autochtones qui vient sur l'émission, et puis elle parle souvent de ça, mais j'ai jamais eu la présence d'esprit de lui demander c'était quoi vraiment l'île de la Tortue. Et puis quand j'ai vu qu'on allait en parler un tout petit peu aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous poser la question. Maintenant qu'on a la définition, pourquoi au théâtre autochtone, c'est si important pour vous de partager cette histoire-là, encore et encore? Alors, maintenant, je pense que nous sommes dans un moment très important. C'est un temps où nos histoires qui, pour la plupart, les histoires sont en danger. Et nous sommes près de perdre les langues et les cultures et les histoires. Et donc, dans ce moment où nos histoires sont sur la scène internationale, même pas ici au Canada, mais donc maintenant, elles sont partout dans les médias et accessibles à un plus grand public. Et il est important de prendre ce moment pour avancer, pour réfléchir, pour se sensibiliser, pour tout, de mieux avancer ensemble. Réfléchir, sensibiliser pour mieux avancer ensemble. J'aime bien qu'est-ce que vous dites et j'apprécie aussi que vous fassiez l'entrevue en français avec nous. On apprécie énormément. Et j'aimerais savoir comment vous avez fonctionné avec le théâtre autochtone du CNA, parce que je vois que ça fait 3 années que vous avez ouvert vos portes, mais c'est en pleine pandémie que je vais dire que ça a commencé, le théâtre autochtone du CNA. Comment vous avez fait ça? Oh, elle a été dure comme pour tout le monde. Nous allons presque finir notre première saison et nous avons commencé avec une grande entrée en collaboration avec le Nation Algonquin. Et nous l'avons appelé le Grand Entry, le canoe en canot. Et donc, depuis ce moment-là, nous avons présenté les merveilleuses présentations sur la scène. Et avec la pandémie, nous avons switché aux affaires numériques avec notre équipe talentueuse ici, numérique. Et donc, les efforts comme Aidance la Terre et Cité autochtone, nous avons présenté la opportunité de continuer de offrir nos histoires dans une façon où tout le monde autour du monde peut les accéder. Oui, et puis c'est ça que je dis à pratiquement tous les organismes, toutes les entreprises qui viennent à l'émission. Là, je pense que la pandémie nous a donné plus d'intelligence, plus de sagesse pour faire les choses autrement. Et je suis contente que vous avez pu virer au virtuel lorsque la pandémie est arrivée. Je vois que le mois de juin, en gros, c'est le mois national de l'histoire autochtone. Et le 21 juin en particulier, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Est-ce que vous prévoyez quelque chose là-bas? Du côté du théâtre? Oui, nous avons beaucoup d'activités. Nous avons des activités gratuites de retour en personne cette année. Nous prévoyons un atelier de dessin d'après modèle vivant qui aura lieu le 2 et le 16 juin aux 18h au CNA. C'est un atelier pour les artistes visuels qui pourront capturer en dessin la beauté des danses powwow et des tenues cérémoniales. De plus, nous avons le marché d'artisanat autochtone le dimanche 12 juin dès 10h du matin au CNA. Et c'est une opportunité de rencontre des artistes et des artisans autochtones dans l'atrium
O'Brien. Et je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'y assister, mais c'est un événement fantastique où les artistes viennent de partout. Oui, je vous invite d'y assister. Oui, et après ça, nous avons 2 spectacles, un en juillet et un dans l'automne, où nous pouvons célébrer des artistes comme Thompson Highway le 23 juillet et Buffy Sainte-Marie, qui est absolument une légende. Merci beaucoup, Mme Marchand, d'avoir accepté de nous parler ce matin. Je pense que sur le site web, là, les gens auront toutes les informations concernant les activités du Théâtre autochtone du CNA. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à la belle programmation du mois de juin qui souligne le mois de l'histoire autochtone, vous pouvez avoir accès à tout ce qui se passe au Théâtre autochtone du CNA au www.cna-nac.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va porter ensemble les petits souliers. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine bien flat. J'ai encore brûlé mes jours tomates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je dis, je top shape mon gars. Oh, oh, oh. Je dis, je top shape mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1000 à la ronde. Je suis pas capable de leur mentir. Je parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais ça vous rappeler de quoi on a parlé depuis le début de l'émission et vous rappeler qu'au Musée des Beaux-Arts du Canada, il y a une superbe, belle exposition qui sera ouverte et officielle pour le grand public à partir du 3 juin. Donc le 3 juin, c'est la semaine prochaine, sur General Idea. Et c'est un groupe artistique qui a bouleversé, je devrais dire, le monde artistique, le monde des médias, le monde de la publicité. Et vous êtes invités à voir cette exposition-là qui retrace plus de 25 ans de leur art. Donc vous êtes invités à le voir. Le Musée des Beaux-Arts, comme j'en ai parlé avec José tantôt, a passé 4 années à travailler sur ce projet-là pour pouvoir enfin le présenter au grand public. Donc, pour avoir accès à ça de manière officielle, vous êtes invité le jeudi 2 juin. Si je ne me trompe pas, oui, le jeudi, c'est le 2 juin. Vous pouvez aller là-bas pour avoir accès à l'exposition. Là, vous aurez la primeur, en fait, de ce lancement-là. Et ensuite de ça, le 3 juin, vous pourrez avoir accès, tout au long de la journée à l'exposition. Et le 4 juin, il y aura un colloque qui va être proposé au grand public. Donc, ça sera accessible et gratuit. Premier arrivé, premier servi. Pour avoir plus d'informations, www.beauxarts.ca. On va discuter maintenant des petits souliers. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est le nouvel ouvrage, le premier et nouvel ouvrage de l'auteur Richard Roy, qui est avec nous en ce moment. Et Monsieur Roy, il n'est pas auteur, il n'est pas juste auteur, mais il a fait plein de choses avant d'écrire son roman. Et la première des questions que j'ai envie de vous poser, Monsieur Roy, c'est votre carrière en travail social. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme valeur?
Ben, premièrement, merci de m'accepter de votre émission. Mes premiers choix, là, c'était en 65 quand j'ai laissé un bel emploi pour travailler j'allais prendre une formation en service social et j'ai gardé cet intérêt d'être un moyen ou être un instrument pour aider des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui n'ont pas eu l'information nécessaire pour mieux se protéger, pour mieux se connaître, se comprendre et toujours travailler dans cette approche-là que j'ai toujours eue. Pour quelqu'un qui travaille en travail social, je pense que vous avez dû cultiver beaucoup d'empathie. Oui, bien, à un moment donné, c'est comme si je me mettais à la place d'un enfant quand il est en protection de la jeunesse, d'essayer de comprendre notre façon de faire, est-ce que c'est la bonne? Et j'étais toujours un peu, je dirais bien ça, à côté du trottoir parce que je cherchais toujours une autre façon d'améliorer ou de protéger les enfants ou les gens qui vivent des problèmes et non dictés par les lois et règlements. Définitivement. J'ai vu aussi que vous avez fait carrière, toujours dans le volet travail social. Vous avez fait carrière au service correctionnel comme directeur adjoint et agent de libération conditionnelle. Puis là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, vous avez dû entendre tellement d'histoires là. Oui, et c'est des gens qui malheureusement ont manqué confiance eux-mêmes et la vie n'a pas été généreuse pour eux. Ils ont croisé sur leur chemin des gens qui ont été négatifs au lieu d'être positifs. Mais à travers ça, j'ai trouvé que tous les gens avaient des valeurs. Peu importe le délit qu'ils ont fait, ils ont des valeurs qu'on oublie. Qui aient fraudé, mais on oublie que c'est un père de famille, un citoyen généreux, aide tout le monde. Mais on reste juste une côté, on voit juste une facette de cette personne-là. C'est tellement vrai, qu'est-ce que vous dites là. On est toujours, surtout encore avec les médias sociaux et tout ça, là, on est tellement prompt à juger l'autre sans vraiment connaître le pourquoi du comment de son agir. Oui, c'est malheureux, mais quand j'ai travaillé avec les Autochtones dans le Grand Nord, les Inuits, j'ai appris de ces gens-là des valeurs qui étaient importantes et que c'était pas l'argent, c'était pas les chefs étaient des porte-parole de la communauté et non des chefs qui dirigent une communauté. C'était intéressant de voir comment ces gens-là étaient respectueux, avaient une philosophie de vie intéressante que j'ai appris de ces gens-là. J'en suis très reconnaissant. Deux choses que je retiens de qu'est-ce que vous venez de dire, valeurs et philosophie de vie. Alors, c'est quoi les valeurs qui vous ont appris? Bien, premièrement, l'entraide, d'accepter les gens sans commencer à savoir c'est quoi leur passé, mais d'accepter la personne telle qu'elle est. Wow. Et ça se fait, mais on n'a pas appris ces choses-là. L'entraide que ces gens-là ont entre eux autres, et ils vivent à tous les jours, ils vivent pas pour demain, ils vivent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Du plaisir, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. On rencontre quelqu'un, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Un exemple qui me frappé, monsieur, sa femme est décédée, le gouvernement d'Ottawa me fait des pressions on veut rapatrier le corps, on paye l'avion, le cercueil, on a envoyé un pasteur pour tout ça, et le monsieur me répond, est-ce qu'elle est morte? Je dis, oui, la dame est bien morte, oui, c'est vrai. Ben, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Wow. Elle est morte, la vie continue. Et de toute cette... c'est un respect. Tu dis, oui, la vie est finie, mais elle est finie pour cette personne-là, mais moi, je dois continuer. Et je dois continuer pour les gens qui m'entourent. Et la vie continue. Mais nous, avec nos barèmes puis nos cultures, faut faire quasiment 1 an de deuil, s'habiller en noir, pas de musique, pas ci, pas ça. Les gens qui... Non... c'est comme si la vie venait d'arrêter. Tu dis non, la vie a arrêté pour la personne qui est décédée. Elle est rendue à sa destination. Mais nous, notre destination, elle n'est pas finie. Elle continue. On a une mission, chacun a une mission à faire. Ça, c'est une grand-mère, un grand-père, un père, une mère, des enfants. Tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Puis malheureusement, des fois, on l'oublie. Puis moi, j'essaie de ne pas l'oublier trop souvent, de me garder orienté sur cette façon de penser.
J'aime tellement qu'est-ce que vous êtes en train de dire là, parce que quand on parle de philosophie de vie, telle que vous venez de l'expliquer un peu là, je pense que, oui, on pense que la jeunesse n'est pas assez consciente en ce moment-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui essaient de réfléchir de la même manière, comme je suis venu pour accomplir une mission, et puis après ça, ben, si je perds des gens en cours de route, ben, ça sera ça. Je pense que tout le monde devrait commencer à réfléchir de même. Le monde se porterait mieux. Oui, les jeunes, ils sont très honnêtes. Tu leur demandes une question, puis ils disent oui ou non. Nous, on a appris à dire oui, mais qui était non, puis non qui était oui. Puis on a appris à jouer le jeu de l'hypocrisie un petit peu, de se cacher dans l'ombrage. Les jeunes, c'est oui ou c'est non. Et ils veulent vraiment être capables de choisir des choses au lieu d'être imposés des choses. J'aime bien ça. Écoutez, je vais vous garder avec moi et après la pause, on va parler de la belle histoire qui entoure l'ouvrage, votre premier ouvrage intitulé Les Petits Souliers. On se reparle juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Que tu me souffles, tes mots aux mille saveurs me font mordre à ta bouche, frissonner de chaleur dans ma prison lunaire, dans ma prison lunaire. Et tout d'un coup le feu de Bengale, la chambre nous prend en otage. En 4 saisons, le froid me rapproche de toi. Ciel est en chute libre, nuit blanche pour se vivre, prêt pour la haute voltige qui donne le grand vertige. Au plafond infini, au plafond infini, tes cheveux font des fleurs. Quand nos corps font la danse, la fonte des grands espaces, en toute petite banquise, dans mon lit fugitif, dans mon lit fugitif, et tout d'un coup le feu de Bengale, la chambre nous prend en otage, en 4 saisons. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec l'auteur Richard Roy qui a fait paraître dernièrement son premier ouvrage intitulé Les Petits Souliers. Et j'aimerais ça vous poser comme question, Monsieur Roy, ça fait combien de temps que vous pensez à écrire un roman? J'en m'a déjà demandé, ils ont dit pourquoi j'écris pas quelque chose de mes activités et je me voyais pas l'âme d'un écrivain, c'est pas je suis pas fort sur la plume, c'était pas je suis plus une personne active qu'une personne qui, de la lecture, c'était pas mon fort. Par contre, j'ai une grande curiosité, je veux tout savoir, je veux tout voir, je veux tout écouter. Et il y a 3 ans, lors d'une rencontre, il y a une dame qui, dans une conversation, nous parlait des enfants qui étaient donnés ou adoptés par des Américains. Alors, cette situation-là m'a interpellé, m'a chicoté pas mal. Et c'est des sujets tabous au Québec. Comme partout ailleurs, on parle pas de ça. Quand j'ai commencé à vérifier des personnes plus âgées que moi, non, on parle pas de ça. J'ai des cousines qui m'ont dit non. J'ai déjà posé ces questions-là à mes parents, puis ils ont dit on parle pas de ça. C'était fini. C'était vraiment des situations qui existaient. Et j'ai parlé d'un endroit. Dernièrement, j'étais à Québec et mon cousin me dit tout bonnement, vous savez, ton livre, là, il s'appliquerait aussi dans mon petit village à Saint-Vallier. Parce qu'il y a eu des Américains qui ont adopté aussi des enfants dans toutes les sortes de façons imaginables et non imaginables. Il y a des enfants qui ont été donnés, d'autres disent qu'il y a des enfants qui ont été vendus. Et c'est toute
chimie-là intellectuelle qu'on peut avoir, toutes les émotions, les valeurs qui sont qui évoluent à travers une situation comme donner un enfant. Et j'ai juste voulu continuer à persévérer là-dedans. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont apporté des renseignements, des discussions qui m'ont orienté un peu dans ma rédaction. Et le fait d'en parler, ils ont dit, ben, tu devrais écrire toutes tes conversations parce qu'on n'a pas des conversations concernant ces sujets-là qui sont plutôt tabous, là, comme d'où viennent les enfants, ben on disait que c'est les sauvages. Là. Sauvage, c'était le mot employé en 50, qu'on dit oui, les sauvages ont passé, ou si quelqu'un avait un bébé, bon, les sauvages, ils ont été chez les sauvages, ils ont été chez un bébé. Et c'est un mythe qui existe, c'est un mythe qu'on a tout inventé. Et malheureusement, il y a une partie de vérité là-dedans. Sur la réserve de KGB, à Maniwaki, il y a une madame autochtone qui me dit, vous savez, elle dit qu'on donnait des enfants dans le passé, puis j'ai dit pardon. Et c'était dans des conversations que j'avais eues concernant qui disaient les sauvages ont passé. Puis encore des fois, quelqu'un dit oui, on parle encore de ça. La madame a atteint un bébé, puis quand elle a le bébé, elle dit c'est les sauvages qui ont passé. Ou bien qui ont été chercher un bébé sur la réserve, c'est les sauvages. Ouh, ça existe encore. Il a dit oui. Il y a encore du monde qui ont gardé cette fausse information-là que j'ai tenté d'inscrire là-dedans de l'évolution les petits souliers, comment ça s'est passé, et comment les gens s'organisaient pour accepter l'inacceptable, comment on fait pour donner un enfant et non le vendre ou pas le vendre, et comment les gens qui peuvent donner un enfant, toutes les émotions qu'ils peuvent vivre et comment on arrive à trafiquer de la vérité comme on fait aujourd'hui. On est capable de jouer avec les mots et les situations. C'est fou, comme pour un premier roman, vraiment, vous n'avez pas pris de gants pour parler de cette thématique parce que c'est tabou, c'est sensible en même temps et ça fait mal. Oui. Et je regarde et je me dis, autant que les gens, on peut avoir un regard sur peu importe la situation, mais il faudrait regarder, comme tu dis, les deux côtés. Mais moi, je dis toujours les trois côtés. Parce que entre le oui puis le non, de donner ou pas donner, il y a tout un raisonnement qui est une troisième version qui est malheureusement pas dit ou pas expliqué. Voyons donc, des parents qui ont donné des enfants. On fait juste regarder dans des familles que la matante, elle n'a pas de bébé, elle peut pas avoir d'enfant, la madame est malade, la dame est arrivée, ben tout. L'enfant, il est changé, il est donné à quelqu'un d'autre. Il est donné à la matante, à la cousine, ou la plus vieille des filles, elle a un bébé, puis on dit non, on ne l'envoie pas à la crèche, on ne l'envoie pas en adoption. On le garde, et c'est la mère qui s'organise pour dire c'est moi le bébé, puis c'est moi qui c'est ma mère, puis l'enfant qui vit au monde, il dit mais ma mère, c'est ma grand-mère, mais sans le savoir. Puis sa sœur, c'est sa mère, mais sans qu'il sache. Et il y a quelque chose de beau, de bon là-dedans, mais les gens cherchent toujours d'essayer de noircir des choses, mais il y a des gestes d'amour incroyables. Qu'est-ce qu'on peut faire par amour? C'est surprenant quand on s'arrête à le regarder. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont peu branchés avec leurs émotions, leurs sentiments, pour essayer de comprendre dans le livre, qu'est-ce que je viens d'expliquer, que le garçon qui était adopté, puis la petite fille qui était adoptée d'une condition spéciale aussi, qui ont bien réussi dans la vie. Et il y a tout le mythe qu'est-ce que je voulais dire là-dedans, que quelqu'un rêve un jour d'avoir un diplôme en électricité, en technique, ou médecin, ou peu importe, pilote d'avion, puis on se dit non. Bien souvent, des gens se disent, dans la famille chez nous, on avait une grosse famille où mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, fait que les plus vieux, allaient travailler, puis ils sacrifiaient sa carrière, les filles sacrifiaient leur carrière, leurs ambitions, et quand on arrive à demander, c'est quoi que tu aurais aimé faire quand tu étais jeune, mettons qu'il y avait eu de l'argent, puis on essaie de démystifier un peu ça, ils ont dit, je voulais être architecte. J'aurais voulu être ingénieur, j'aurais voulu être pilote, ou j'aurais pu d'autres choses.
J'ai dit, ah oui, j'aurais voulu être dentiste, j'aurais voulu avoir un commerce. J'ai dit, oui, mais c'est pas possible, il n'y avait pas d'argent. J'ai espéré d'aller à l'école quand il était en survie. Puis encore aujourd'hui, il y a des situations de survie. Les gens, c'est bien beau de dire l'école est gratuite, mais il n'y a rien de gratuit là-dedans. Le voyagement, les repas, le linge, les cahiers, toute l'histoire qui va avec ça. On semble oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, malheureusement, de se permettre ces choses-là. Il va nous rester juste 1 minute. Malheureusement, le temps, il passe tellement vite. Là, je sais que vous êtes, on va dire ça comme ça, auto-entrepreneur, auto-éditeur de votre propre ouvrage. Comment ça s'est passé en 30 secondes? Est-ce que ça se passe bien, les ventes, la promotion? Bien, premièrement, je ne suis pas connu et je ne connais rien dans toute l'organisation, la distribution. J'ai fait quelques librairies dans la région. On prend un livre en dépôt en espérant que quelqu'un va se l'acheter, mais quand les gens ne savent même pas que j'ai écrit un livre, ils ne savent même pas qui je suis, parce que je ne suis pas un écrivain connu. Et non, c'est juste, vous me permettez de me faire connaître grâce à votre émission. Mais à part de ça, là, c'est la vente, c'est pas miraculeux. Puis j'apprends comment ça peut être difficile des gens qui croient dans qu'est-ce qu'ils font. Il va nous rester 10 secondes. En tout cas, merci beaucoup. Puis j'espère que les gens, s'ils veulent lire quelque chose d'intéressant, je suggère les petits souliers. On va leur appeler ça à l'émission. Je vous souhaite bon succès. Et pour les gens qui nous regardent en ce moment, www.bouquinbec.ca, c'est là que vous pouvez avoir l'ouvrage Les Petits Souliers de l'auteur Richard Roy. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine, je reçois Julie Desmarais et elle nous prépare notre été. Films, livres, sorties et festivals. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. À la prochaine émission, Daniela nous fait découvrir le Brésil à travers ses souvenirs de voyage et nous cuisinons ensemble une feijoada. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant de vous faire quelques petits messages, quelques petits liens que j'aimerais partager avec vous, j'aimerais ça pour commencer vous dire que vous êtes invités encore une fois à répondre au sondage annuel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, en abrégé AFO. Et ce sondage-là est fait pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent. www.monassemblée.ca, c'est le site web à visiter si vous avez envie de répondre à ce sondage qui va vous prendre juste 20 minutes. Je suis habillée encore une fois aujourd'hui par Stéphanie Davis Design et si vous voulez avoir accès à elle, c'est tellement facile, www.sdavisdesign.ca et en ce moment, elle a de très belles couleurs comme vous pouvez le voir sur moi en ce moment. J'aimerais aussi vous rappeler que je parlais tantôt avec l'auteur Richard Roy qui a écrit un ouvrage intitulé Les Petits Souliers, un ouvrage assez intéressant selon moi qui parle de comment les gens adoptaient les enfants dans les années 50. Je pense que ça fait l'histoire en ce moment. Donc, si vous êtes intéressé, www.bouquinbec.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez vous procurer l'ouvrage de l'auteur Richard Roy, Les Petits Souliers. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h à l'émission. Je vais m'entretenir avec le compositeur-interprète Opio qui vient nous présenter son nouvel album intitulé En attendant l'apothéose. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web.